Ça a commencé comme ça. J'avais envie d'évoquer les activistes, j'avais des noms qui me venaient, des lanceurs d'alerte. Les destins quand ils deviennent des symboles, un visage qui vous fait lever le nez, qui vous interroge et vous redonne du souffle. Mais souvent ça finit en posters sur des t-shirts et les figures de la contestation ont des biopics bien rutilants qui les caricaturent. On les enferme à double tour dans des récits bien révolus. C'est attendrissant les reliques, ça ne dérange plus. Alors on en voit par paquet de mille fredonner du Bob Dylan pasteurisé. C'est inoffensif, la postérité est forte pour couper les griffes des rebelles et les transformer en cartes postales. Moi aussi, comme un con, j'ai eu la photo du Tché dans ma chambre d'ado. J'ai pas été me joindre pour autant à une quelconque manif ou à une quelconque révolution. J'avais la velléité comme des tas de planqués, mais pour ma défense, j'avais pas le physique. Bien souvent, on contemple une chaise vide, un souvenir. Un vieux résistant nous enjoignait il y a quelques années de nous indigner. Du coup, on a une cacophonie quotidienne de polémiques et d'indignation dans tous les sens et de toutes parts. Ça ne produit rien, ça ne prend pas. Même quand on nous vole une élection, même quand l'homme le plus riche du monde fait un salut nazi, même quand on ignore le réchauffement climatique, on ne réagit pas. On est blasé de tout, même du danger, quand on l'a sous le nez. Alors quel effet ça fait quand tout se réveille ? Il est venu le temps où on ne va plus se demander de quel côté de l'histoire on va se retrouver. On a encore des droits. L'ascension des États autoritaires est encore résistible, comme le disait Brecht du temps de l'Allemagne nazie. Comme l'a dit Salomé Tsaké dans son bel appel d'il y a quelques jours sur le plateau de la Grande Librairie, on peut encore résister. On peut encore dire pourquoi, on peut encore compter et éprouver nos forces et se battre pour un monde à l'image de nos cœurs. Alors non, les figures activistes, les héros romantiques, c'était pas exactement ce que je voulais évoquer ce mois-ci. Je veux contempler les révoltes quand elles montent, ce qui se passe quand survient l'étincelle qui provoque l'incendie. Contre quoi on s'affronte, contre quoi on s'élève, quand on devient fort d'être plusieurs à se découvrir le même horizon. Bienvenue dans Doc Doc Doc. Il y a eu dans les années 60-70 une tentative à gauche pour s'émanciper des cadres d'une idéologie stricte, de nouveaux courants, de nouvelles figures, de nouvelles logiques, pour échapper au parti trop stalinien et défendre une nouvelle conscience du monde. Le premier film que je vais évoquer est une somme du très grand Chris Marker. Il s'intitule Le fond de l'air est rouge et il est disponible sur Cinémutin. Il raconte l'émergence d'une nouvelle force politique, ce qu'on rangera un peu vite sous l'étiquette de Nouvelle Gauche. Le cinéaste livre un monument de 4 heures sur les luttes qui virent le jour à ce moment-là, quand les dirigeants se sont pris le retour de bâton de politiques déconnectées. Ils étaient obnubilés par les enjeux de la guerre froide, ils n'ont pas vu leur population changer. Toute ressemblance avec le présent n'est pas fortuite. Et tout a basculé avec les années 60. À ce moment-là, on sort de la guerre froide, la révolution de 17 est au musée, et d'excellents esprits considèrent que l'humanité a enfin atteint l'âge de raison, que le seul problème est de savoir dans quel ordre et comment les peuples font accéder à un modèle universel de civilisation. Et puis ça bascule. À Cuba, en Chine. Mais s'il fallait mettre un nom sur ce qui a tout cristallisé, c'est évidemment le Vietnam. Good morning, Vietnam. This is the Dawnbuster. Toujours ce vieux mythe de la fin de l'histoire. Cette fois on est heureux, on a la télé, on a la voiture et la société de consommation. C'est toujours un mirage, l'Empire ne peut se maintenir que s'il entretient une guerre à des frontières lointaines, pour avoir un ennemi, un avenir et un but, pour continuer d'acheter des armes ou d'exploiter des matières premières. Mais les causes semblent parfois un peu trop fumeuses. Et elles réveillent les peuples qui gobaient d'ordinaire ce qu'on leur racontait. Mais au moment de la guerre du Vietnam, ça ne se passait pas comme ça. On n'y croyait pas. Le mot d'ordre à l'époque, c'était paix au Vietnam. Autrement dit, arrêter le massacre. Un petit peuple agressé par un géant et qu'il fallait sauver, quoi. L'idée qu'il pouvait gagner n'a progressé que plus tard. Parce que FLN vaincra, c'était un slogan gauchiste, finalement. Faut pas l'oublier. Et on n'imaginait pas que le Vietnam puisse être pour les Américains ce que l'Indochine avait été pour nous. C'est émouvant d'entendre la voix de Simone Signoret. Et elle a raison, ça ne sort pas de nulle part. L'histoire a des bégaiements, des avertissements que plus personne n'écoute. La France en Indochine ou en Algérie. Pendant ces événements qu'on ne voulait pas qualifier de guerre. Des tensions que les médias ne relataient jamais. Personne n'entend, personne n'apprend. Plus on avance, plus on se dit que l'histoire n'enseigne rien à ceux qui nous dirigent. Ou ils s'en foutent. Pourtant, elle a une logique d'horloge ou de bombe à retardement. Marre de toujours se faire matraquer.
ou massacrés comme à Charonne, sans répliquer. Et puis, une question d'espace. Il y avait le barrage des flics, c'était un ordre, le service d'ordre du syndicat, c'était un autre ordre. Entre les deux, il y avait un espace à remplir. Un type qui gesticulait dans cet espace pour appeler à l'action, vu de l'époque, ça ne pouvait être qu'un provocateur. C'en était peut-être un d'ailleurs. Mais ça annonçait un autre genre d'affrontement. Et d'abord, entre nous. Quand à la fin de la manif d'octobre 67, le problème de la dislocation se réglait à coups de tatane entre jeunes de la CGT et ceux qu'on appelait à l'époque les pro-chinois, ça n'était pas un banal débordement, c'était quelque chose de nouveau, ça avait un nouveau sens. Et les cris « Unité, unité » qui montaient de la foule, ça aussi, ça avait un sens. Unité, oui. Faudrait unifier nos cacophonies et abattre nos chapelles, nos dogmes. Sortir des étiquettes et du militantisme obtus pour mesurer les combats que nous avons en commun. On comprend trop peu à quel point, au sein d'un même camp, les divisions sont rhétoriques. Les désaccords ne servent qu'à maintenir un ordre et une hiérarchie qui ne correspondent pas aux attentes populaires. Ça arrange les chefs et les partis, les divisions. Ça leur permet de garder leur emprise, leurs privilèges et le statu quo qui les nourrit. Rien de commun avec la Chine, sinon l'hérésie majeure. Le parti n'est plus l'expression unique de l'avant-garde. Il peut être contesté et dépassé. Non pas que les partis communistes soient systématiquement opposés à la lutte armée, comme on le dira un peu vite au quartier latin. Mais le problème c'est direction du parti ou direction du maquis. Et la réponse cubaine, celle de Douglas et plus tard du Che, celle de révolution dans la révolution est sans équivoque. Unité de la direction politico-militaire incarnée par le foyer de guérilla. Dans sa variante la plus stricte, on appelle ça le fochisme, la théorie du foyer. Mais de toute façon, la question de la direction unique est au centre du débat. Elle explique un peu ce qui se passera en Bolivie. Et c'est là, au Venezuela, que s'est consommé le schisme du mouvement révolutionnaire latino-américain, au risque de faire de la guérilla un fer de lance sans lance. À la fin des années 50, la révolution cubaine s'est d'abord appuyée sur une technique de guérilla, c'est-à-dire harceler les forces du pouvoir et du dictateur Batista, très supérieurs en nombre. Les révolutionnaires barbus, débarqués du Mexique, s'assurèrent du soutien grandissant de la population. Les guérilleros de Castro et de Che Guevara s'attiraient notamment la loyauté des paysans, en les soignant et en les alphabétisant. Ça faisait naître un espoir immense dans l'esprit des gens simples dont on ne parlait pas. C'était également en rupture avec l'exemple soviétique vertical. Les peuples ne demandent et n'attendent que ça au fond, de la considération, pas de l'autorité. Évidemment, l'avenir allait totalement corrompre cet exemple et les libérateurs d'hier deviendraient des oppresseurs d'une nouvelle sorte. Mais l'Amérique du Sud, auparavant inféodée aux États-Unis d'Amérique, y a puisé la force d'une insoumission. Ce qui s'est prolongé également au Chili, comme je l'ai évoqué dans un épisode précédent, sur la gauche toujours empêchée d'accéder au pouvoir. Cette conscience de classe s'est affirmée dans les années 60. Elle a imposé un rapport de force que les bourgeoisies dominantes n'ont pas vu venir. Chez Guevara, c'est quoi? C'est un maître à penser? De maître à penser, je pense qu'au départ, bien qu'on ne le définisse pas, on en a quand même un. Hein. C'est quand même Marx. Et vous trouvez pas que Marx a un peu vieilli, non? Mais enfin, oui, Marx... moi, je trouve pas que Marx ait vieilli, de même que je ne trouve pas que Lénine ait vieilli. Ce qui est important, c'est que vous pensez pas qu'à l'heure actuelle, il y ait des gens qui soient, comme autant de Marx, aussi peu instruits, qui souffrent autant, qui ne mangent pas à leur faim, etc., etc. Ces idées-là ne vieillissent pas, l'exploitation est toujours la même, systématique. Je pense que... Non, je pense pas que Marx ait vieilli. Bah non, Marx n'a pas vieilli. On aimerait bien, on sent la condescendance, à chaque fois qu'on en parle, tu vas pas encore me ressortir Marx. Pourtant le constat demeure, toujours aussi pertinent. Le pouvoir ignore le peuple, la faim, la vie chère, les difficultés du quotidien, pour des raisons diverses, la dette, pour les chiffres, pour la réelle politique. On monte des rivalités en épingle, toujours les mêmes, pour que les gens ne comprennent pas qu'on ne les écoutera jamais, ou juste ce qu'il faut pour qu'ils se tiennent tranquilles, pour qu'ils croient que Marx, c'était il y a longtemps. Il y a une pénible réalité. Le Vietnam, cette nation qui incarne les aspirations, les espérances de victoire de tout un monde oublié, est tragiquement seul. Les forces se font face, le pot de terre contre le pot de fer. Les images deviennent révélatrices de cette vérité, bien au-delà des mots. Ça n'était pas tellement étonnant.
Le cycle action, répression, mobilisation, nouvelle répression, nouvelle mobilisation, et ainsi de suite. On l'avait vu fonctionner toute l'année précédente dans les universités américaines. I want to make one thing clear. Politically, I myself am a conservative. Most of the people on this campus were opposed to the sit-in. Until the cops were brought on the campus, until kids were dragged by the hair down the steps of boiling, and now we're behind us. A day and a half ago, this campus was apathetic, like no school in the whole city. Today, it is activists. The administration has tried to suppress a small group of protesters. Instead, they've created a whole campus of protesters. Les étiquettes classiques n'ont plus cours. Les conservateurs se joignent aux progressistes devant la violence venue d'en haut. C'est l'unité, la fraternisation et la convergence des luttes dont tous les gouvernants cauchemardent. Les biais des médias sont évidents. La plupart sont là pour élever les gens les uns contre les autres, ou plus insidieusement pour entretenir leur indifférence et leur isolement. Alors qu'étymologiquement, les médias sont des intermédiaires. Bien avant les réseaux sociaux, on entretenait des bulles hermétiques pour pouvoir contrôler les masses, par les journaux, par la télévision, pour que la domination s'exerce avec l'assentiment de tous. Et franchement, j'ai l'impression devant ce film de voir défiler devant moi tous les thèmes que j'ai développés pendant les 15 numéros de Doc Doc Doc. À la fin des 60s, un peu partout dans le monde, les gens se sont dévisagés, ont discuté et ont fait corps, pendant un court moment. Et c'est cet instant que Chris Marker parvient à saisir avec lyrisme, avant qu'on érige entre eux, à nouveau, des cloisons apathiques. Il y a une double erreur dans ces situations-là. L'État révèle tout d'un coup sa face répressive, celle qui est plus ou moins diluée dans la vie quotidienne, diluée aussi selon le quartier qu'on habite et le métier qu'on exerce. Mais là, il faut faire peur. On sort sa police, avec des tout nouveaux affûtuaux qu'on ne lui connaissait même pas. Parfait. Le manifestant, de son côté, comprend que l'État lui est apparu, comme à Bernadette la Sainte Vierge. C'est aussi pour lui une révélation. Dans certains cas extrêmes, il y a quelqu'un qui a le droit de décider pour lui sur quel trottoir il doit marcher et qui, s'il choisit le mauvais, a le droit de l'en empêcher à coups de latte. Donc, cette chose qui m'empêche de traverser la rue, c'est l'État. Mais alors, si je la traverse, si je fais reculer la chose, c'est l'État qui recule. C'est l'État qui recule. C'est là toute l'affaire. Vous n'êtes plus un simple pion dans le jeu, vous devenez le jeu même. Et c'est pour ça que je m'attarde et commente surtout la première partie de ce doc. Parce qu'ensuite, Marker décrit comment le phénomène est récupéré par les structures habituelles, politiques et sociétales. Ce qu'il y a de fascinant, c'est ce moment où l'histoire hésite, où une autre voie semble possible, où on touche l'unité du doigt, juste avant la résignation et le retour au terrain connu. Quand d'un coup, le chaos s'harmonise et libère une énergie inédite. Quand à un moment, il est permis d'y croire, quand on fait humanité. À l'échelle de n'importe quelle nuit d'Irlande, de n'importe quel affrontement sud-américain, la nuit des barricades était dérisoire. Mais la France gaulienne avait fini par se laisser persuader qu'elle n'éprouvait rien de ce qui agitait le reste du monde. C'était une bien portante imaginaire. Et quand les rues de Paris se sont mises à ressembler à celles de toutes les grandes villes d'Europe et d'Amérique en l'an 68, il a commencé de penser qu'on lui avait caché quelque chose. C'est souvent le cas. Un pays se sent à part, isolé des problèmes du monde et y ferme les écoutilles. C'est ça être conservateur, se dire qu'on est imperturbable, imperméable à tout, entouré par des murs barbouillés de certitudes. Les gentils, c'est nous, les méchants, c'est les étrangers, les sauvages et les autres. Remettre ça en cause, c'est créer de la peur chez les honnêtes gens. For many years, it was very simple. The blacks were bad and the whites were good. The Indians were bad and the white man was good. The guy with the black hat in a Western was bad and the man with the white hat was good. We had very simple signposts. Now we're in a difficult position where we're not sure that the people who are doing the punishing are any better than the people that they're supposed to punish. And I think that ambiguity is... It's engendering a lot of anxiety, I think, in the American people. Cette anxiété nous gouverne. Les infos nous disent à longueur de journée que la pire chose, c'est l'incertitude, que mai 68, c'était touchant, que le monde a continué de tourner. Mais ce que j'ai vu dans ce doc en particulier, c'est pas le récit d'une occasion manquée, c'est l'exemple d'une conscience coordonnée, une graine semée partout dans le monde et l'origine de l'activisme moderne. Et c'est en ça que ce film est grand et qu'il inspire encore plus de 50 ans après sa réalisation.
Il montre que l'histoire a bien plus d'imagination que nous. Parce que non, tout ça n'est pas caduc. Les révoltes, ça évolue, à l'écart des chemins tout tracés et des projets d'autoroute. C'est une conscience parallèle qui court dessous la terre. Les sondages et les partis politiques, les médias, ne s'en font jamais l'écho. Peut-être même ne le perçoivent-ils même pas, l'inconscient du peuple. Le même que celui que Chris Marker montrait dans le premier doc. J'ai envie de le montrer, cet héros, dans une lutte du présent, en action. J'en ai trouvé le témoignage dans un doc activiste consacré à ceux qui luttent contre l'autoroute A69. C'est un combat de maintenant, compté dans Alliance terrestre de Isabelle Aelvoet. Je trouve que la période que nous vivons est une période extrêmement riche, où tous les sujets sont sur la table et non pas sous le tapis. Donc à ce propos-là, elle est vraiment enthousiasmante. Il y a des changements dans la pensée qui sont extrêmement importants. Bon, et je dois dire que nous sommes aidés aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y a une véritable guerre contre les territoires. Ce n'est pas nouveau, mais il y a une accélération incroyable qui s'appelle extractivisme, aménagement du territoire, etc., etc., et qui fait qu'aujourd'hui, les territoires sont devenus des zones uniquement d'implantation d'infrastructures pour permettre la poursuite de la croissance. Et donc, il y a une véritable défense des territoires. Les territoires se défendent contre les décisions qui s'abattent sur eux comme des orages. On imagine facilement les spécialistes, les cartes d'état-major étalées dans des bureaux climatisés. Les projets qu'on échafaude sur la foi des statistiques et de l'éternelle soif de croissance et de bénéfices, sans vraiment réfléchir à l'impact sur l'existence de ceux que ça concerne. Les ordres viennent d'un pouvoir sans aucune notion des colères qu'ils provoquent. Les travaux ont repris, les travaux ne se sont pas interrompus depuis le 1er mars, mais on va dire les gros travaux ont démarré au mois d'août à peu près. Après, ils ont surtout repris les abattages le 1er septembre à minuit 1. En commençant par s'attaquer au symbole de la contestation, c'est-à-dire les platanes de Vendine. Moi, je me suis mise en grève de la faim donc jeudi dernier, le 7, parce que ça fait déjà un moment qu'on pensait à faire cette grève, c'est-à-dire depuis mars, avril, on avait été quelques-uns à en parler. Et en fait, là, le cours des choses s'est accéléré. La mobilisation est vraiment difficile en ce moment avec la rentrée. Et face à ça, on a vraiment un système répressif démesuré. Donc pour rappel, on a eu 200 gendarmes à Vendine pour une protection d'une coupe d'arbre avec des agents du PSIG, des CRS, des agents avec des chiens et des hélicoptères avec des caméras thermiques et des drones. On répond comme toujours avec des CRS, des flics, des drones et des machines, au lieu d'essayer d'écouter. Ça ressemble à une caricature, un archétype, les Indiens contre les cow-boys ou une scène dans Avatar. Depuis le début de cette émission, je pense à ces séquences de films muets, toujours les mêmes, quand les héros se font courser par les figures de force et d'autorité. Peut-être qu'on passe nos vies à rejouer aux gendarmes et aux voleurs avec des enjeux de plus en plus graves. Il y a vraiment un glissement en France de la législation en droit pénal, de manière vraiment globale, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'infractions qui sont créées, il y a des peines qui sont aggravées, et donc ça concerne vraiment tout le monde. Et on a donc un arsenal législatif pénal qui est vraiment de plus en plus répressif, parce que de plus en plus de gouvernements en fait axent leur politique pénale sur le chiffre. Après, en fait, il y a ce glissement qui peut-être date de l'état d'urgence de 2015. Avec l'état d'urgence de 2015, des concepts qui n'y figuraient pas auparavant sont entrés dans la loi. Un activiste manifestant son désaccord peut soudain être traité comme un ennemi d'État, un terroriste. Cette dérive autoritaire et à bas bruit s'est appuyée sur les attentats pour installer une surveillance systématique des opposants au pouvoir. Ça s'est ressenti dès la première élection de Macron et l'épisode de Notre-Dame-des-Landes. La République française est devenue psychorigide, sectaire et répressive. La pente est glissante, la tentation clairement autoritaire. Tu vois ? Quelque chose se trame pour destituer les forces qui te détruisent et instituer des communautés dans lesquelles chaque être singulier compte. Ce quelque chose s'étaye sur ton extraordinaire complexité, sur nos attachements. Ces liens défient les valeurs de compétition et de prédation. Ce n'est pas rien. La coopération, l'horizontalité, l'ancrage, nous les souhaitons et nous les éprouvons dans les liens complexes qui nous attachent et nous libèrent de la loi des plus forts. Les zones libérées, sociales, physiques et mentales,
sont nos points d'appui pour d'autres futurs. D'autres futurs se trament, dans le dos des mâchoires serrées et des coups de menton. Une conscience s'invente, inexorable, dans le dos des certitudes officielles. C'est pour ça qu'à chaque fois la répression est si forte. Elle n'est pas conçue seulement pour réprimer, mais pour décourager. Elle maintient un ordre qui, par sa violence même, admet son illégitimité. Une autorité, quand elle est naturelle et consentie, n'a pas besoin de matraque. Pour nous, la terre est un commun. Quelque chose qui est effectivement notre outil de production, qui nous passe entre les mains, depuis les générations d'avant jusqu'aux générations futures. Donc on est là pour en prendre soin, pour produire. Éventuellement, ça se transmet dans la famille ou pas, comme ferme. Mais c'est déjà ça, une perspective politique, d'en prendre soin et que ça doit se poursuivre, cette fonction de nourrir les gens, de produire, elle doit se poursuivre bien après nous. Un projet pareil, là, cette perspective de voir un ruban énorme de bitume, c'est d'abord une grande souffrance. C'est vraiment une balafre, pas seulement dans un paysage, mais dans des terres qui aujourd'hui, enfin jusqu'à il y a peu, étaient chaque année labourées, semées, moissonnées, récoltées. Elle a raison, c'est une balafre dans le paysage. Il y a une part de moi qui se refuse à comprendre. C'est presque anachronique, comme dans les années 70 où les gens adoraient leur bagnole. Nos dirigeants sont restés bloqués à ce stade. Et le président le plus jeune de la Ve République pourrait fort bien en être le plus vieux. La modernité qu'il défend est celle d'il y a 50 ans. La subsistance, ce n'est pas simplement l'alimentation, mais c'est autre chose. C'est les paysages aussi. Là, si on regarde ce qui se passe au niveau des travaux qui ont débuté pour l'autoroute, c'est un arasement des paysages. C'est véritablement une destruction de ce qui fait le quotidien des personnes. L'attachement, justement, à un paysage, l'ancrage dans un paysage, eh bien, tout ça est dévasté et tout ceci fait partie de la subsistance. Ce n'est pas simplement la subsistance matérielle, c'est aussi toute cette subsistance immatérielle, poétique aussi, une manière poétique d'habiter tout ce qui est l'habitat de la Terre et du monde. La subsistance est fondamentale. Il faut la prendre en compte en tout. Ce que la Terre peut nous donner et rien de plus. Le progrès est à réinventer. Il ne doit plus être une course en avant, mais une concertation avec le vivant. Notre logique est devenue suicidaire. La nature n'est plus à domestiquer ni à soumettre, il faut la respecter. Ce n'est plus à nous de changer le monde, c'est au monde de nous changer. On est aussi dans la transmission aux enfants. Et je pense que, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on va laisser, nous, à l'heure d'aujourd'hui, en étant acteurs de notre société, à nos enfants, à nos petits-enfants, parce qu'on est dans cette chaîne humaine, on est dans cette chaîne du vivant, que ce soit les oiseaux, des chenilles, des papillons et des loutres qui reviennent nous voir gentiment dans le Bernazor et la goutte. Que jamais ne revienne. Et il y a de la gaieté là-dedans. C'est comme militer pour retrouver la mémoire, celle des saisons, renouer le lien avec la terre, avec les autres aussi, dont le béton nous coupe. Vivre véritablement ensemble. On retrouve ce qui nous manque, l'essentiel, le sens d'une communauté, entre les habitants, mais aussi entre les générations. Quand il y a eu les actions des écureuils qui sont montés dans les arbres, évidemment que c'est très ancré dans le temps présent, mais ce que ça raconte, ça, c'est que même les luttes très contemporaines puisent aussi à tout un imaginaire ancien, bien souvent. Je pense à l'Ariège, par exemple, mais dans d'autres lieux de France, la fameuse guerre des demoiselles en Ariège. Donc il y a une sorte d'inconscient historique, je dirais. Il y a des braises du passé, et je pense que c'est très important d'en faire le récit aussi, de montrer que ces actes qui puisent vraiment dans le temps présent s'ancrent aussi dans un passé de lutte extrêmement important, de lutte pour la terre, de lutte pour l'eau, contre la déforestation, etc. Merci madame, c'est exactement ce que je veux dire ici. Les luttes ne surgissent pas par hasard, elles tissent des réseaux entre elles comme les racines des arbres. Ce ne sont pas des poussées de fièvre soudaines. On a souvent écrit notre histoire qu'avec des dates clés, des événements, des hommes illustres, mais pas sous la forme d'une conscience qui grandit, d'action en action et au fil des décennies. Une forme d'intelligence et d'expérience humaine sur du temps long. La forêt de Hambar, datant d'une période antérieure à ta dernière glaciation. C'est si rare en Europe. Des activistes, occupant les arbres pour protester contre l'extension d'une mine de lignite, lui ont donné cette visibilité. Cette forêt est peuplée d'espèces protégées. Le piquemar, le vespertilion de Bechstein, le muscardin, la pipistrelle de Nathusius, la grenouille agile,
le sonneur à ventre jaune et bien d'autres. La biodiversité se révèle tout à coup concrète, sonore, colorée. Elle porte des noms enchanteurs. J'ai peur d'un monde où nos enfants n'entendront plus ces sons, ne connaîtront plus ces noms que dans la poussière des livres. Tout ce que mon enfance avait d'évident, cette nature qui semblait immuable, les chants d'oiseaux, et puis les arbres. Ce film nous dit que dans d'autres pays, il y a cette conscience aussi, profonde, des gens qui se battent pour préserver ça. Ce ne sont pas seulement quelques allumés qui vont grimper aux arbres et entamer une grève de la faim un peu incongrue pour lutter contre la 69. Un truc un peu dérisoire, un peu pittoresque. C'est plus profond que ça. C'est la fin d'un non-dit. Et c'est pour ça que la réaction est violente. Aujourd'hui, sensibiliser les gens, c'est trop tard. Enfin, si les gens ne se sont pas rendus compte que leur paysage allait être saccagé, que la résilience alimentaire allait être compromise, que l'effondrement de la biodiversité, c'est pas ici qu'on allait être un lieu où on allait protéger, que ça allait juste s'aggraver comme ça s'aggrave partout, on espère que les gens vont se reconnaître dans l'un d'entre nous et tenter de faire ce qu'eux peuvent à leur mesure, pour que peut-être à plus nombreux, à plus déterminés, on arrive à arrêter ce projet. Ce sont des mots tout simples que cette jeune femme prononce, mais la vérité n'a pas besoin de circonvolution. Nous sommes à ce moment-là, non plus autant des avertissements. Il y en a beaucoup qui baissent les bras, qui se recroquevillent sur le vieux monde, et puis il y a les autres, ceux qui ont l'espoir têtu. Je voudrais souligner la puissance de ce rassemblement, qui est plus qu'une manifestation, qui est une véritable occupation du territoire, avec sa base arrière, qui nourrit nos luttes. En 2014, nos citoyens décident d'arrêter de s'alimenter pour protester contre un projet. C'était on espérait attirer leur attention, ça n'a pas vraiment porté ses fruits de ce point de vue-là, mais au niveau de l'opinion publique, ça a été vraiment important. On ne nous écoutera pas tant qu'on ne sera pas inventifs tous ensemble pour enfoncer ce coin dans cette faille. C'est l'identité de ce pays, généreux et frondeur, qui questionne son pouvoir depuis la Révolution. Il se tient sage et silencieux jusqu'à n'en plus pouvoir, jusqu'à répliquer. C'est pas un peuple policé, il ne se laisse pas endormir sans protester. Le Gaulois est en effet réfractaire. C'est ainsi qu'il est beau, dans son indiscipline. Avec le recul, les Gilets jaunes en sont simplement la dernière représentation. Un pays réel et désespéré contre un pouvoir dur et indifférent. C'est ainsi qu'on s'en souvient. Pas comme on nous les présentait alors, une émeute aveugle, composée de casseurs, fascistes, homophobes, antisémites et barbares. Cette impression de maltraitance et d'incompréhension, David Dufresne l'a filmé dans Un pays qui se tient sage, que vous pouvez également trouver sur Cinémutin. On a quand même une image d'un monument qui célèbre l'irruption révolutionnaire et de policiers qui courent après des manifestants qui revendiquent le droit à occuper la voie publique. Et donc là, on voit quand même une difficulté fondamentale à un régime républicain que de se défaire de ses racines révolutionnaires. Et ça, les Gilets jaunes se sont engouffrés dans la mythologie révolutionnaire qui mobilise la résistance à l'oppression, le droit à l'insurrection, et qui est chacun lutte avec sa propre mythologie républicaine. Et avec une logique très conflictuelle, naturelle, très conflictuelle, et avec une logique de rupture. Alain Damasio a raison comme toujours. Notre peuple n'a avancé qu'avec cette logique de rupture. Et ce pouvoir schizophrène, qui se veut l'héritier de la Révolution, en saccage les principes fondamentaux. Écoutez le peuple. Il se scandalise pour un bas-relief dégradé ou pour des tags sur l'Arc de Triomphe, alors que l'offense au symbole profond, ce sont eux qui l'incarnent. La colère du peuple à cette échelle doit être entendue. Elle n'est pas une outrance, elle est une alerte. Ils sont rares les moments, mais il y en a eu dans l'histoire, où un pays peut avoir ce qu'on peut appeler, enfin j'aime pas beaucoup l'expression, mais elle est commode, une police républicaine. Des moments dans lesquels on accepte, non pas la verticalité du pouvoir, mais son horizontalité, c'est-à-dire nous sommes
unis parce que nous formons un pays, une communauté politique, mais nous sommes divisés, car c'est la nature même de la démocratie que d'admettre la division du social, une division dans le pluralisme, dans le multiple. Si on accepte ça, la police doit être au service de ce multiple, c'est-à-dire la garantie du multiple. C'est ça le problème. Le pouvoir n'admet plus la division, le pluralisme. Il exige une loyauté inconditionnelle. Même quand les élections disent la cohésion menacée et le pacte rompu, suffrage après suffrage, depuis une vingtaine d'années. Il continue quand même, à gauche puis à droite, en ignorant tous les signaux. On se retrouve avec un Jupiter de pacotille, intransigeant et orgueilleux. La rupture est assurée. Le divorce avec le peuple ne peut être pour eux qu'un malentendu, puisque nos dirigeants se pensent irréprochables. La police n'est plus au service d'un consensus démocratique, mais d'une caste sur la défensive. Tous les ingrédients d'une révolution sont réunis. Vous avez un joli gilet jaune. Oui, je suis gilet jaune, mais pas ce gilet jaune-là. Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Vous ne me convaincez pas, madame. C'est exactement la verticalité du pouvoir. Il est dans le camp de l'autorité et de la force, et elle n'y est pas. C'est une illustration exemplaire. La condescendance et la morgue de ce préfet disent tout. Ces responsables sûrs de leur bon droit, totalement fermés à tout ce qui ne s'incline pas devant eux. Ça pourrait être une scène de l'Ancien Régime, un noble allant saluer les gueux pour l'image. La correction affectée de son « cher madame » résonne comme une insulte. Un « vous n'êtes rien » implicite, ce qu'ils sous-entendent depuis trop longtemps. On médaille les plus violents. On leur donne des médailles, on leur donne des primes aux plus violents. Donc seul l'État a le droit d'être violent. Par sa police, mais par aussi les réformes. Quand on te fait une réforme des APL, c'est pas pour toucher le plus riche, c'est pour toucher les plus pauvres, qui ont le droit à une aide parce qu'ils n'arrivent pas à payer leur loyer, parce qu'ils ont des minima sociaux. Ça, c'est violent. Il y a une préfète sur Amiens qui a dit que s'il n'y avait pas de place au 115, c'est parce qu'il y avait les demandeurs d'asile qui se maintenaient sur le territoire. Ça, c'est violent. C'est violent d'entendre tout ça. J'aurais voulu prolonger cet extrait, mais nous sommes limités par le temps. Cette jeune femme détaille cette vraie violence jusqu'aux larmes. De toute son impuissance, de tout ce qu'elle encaisse. La maltraitance d'État qui fait rarement les gros titres. Toutes ces choses qui ne sont jamais des priorités. Il est très fort ce moment, car devant son désespoir, aucune réponse. Seulement les coups et les flashballs. Quand il m'a dans son viseur et qu'il me touche l'œil, sciemment ou pas, si tu veux. Ben, après, c'est au niveau de sa conscience. Je sais pas s'il pense à ma tronche qui est en train d'exploser, tu vois, le soir, ou quand il embrasse ses gosses, s'il en a, etc. Moi, je sais que je lui pardonne. Et ça me fait du bien, en fait. Ça m'évite de devenir, de rentrer dans une espèce de haine qui va me pourrir l'esprit. Mais les mecs qui donnent les ordres et qui sont conscients qu'ils sont en train de mener leurs troupes à faire de la boucherie, non, je peux pas leur pardonner, je peux pas. Ce qui me touche, c'est ce discernement. Cet homme ne va pas en vouloir au pauvre bougre qui lui tire dessus. Ce film n'est pas une charge idiote. Il va au-delà du choc des images, il interroge. Quelles forces se mettent en branle? De qui viennent les ordres et quels intérêts on sert? Je me souviens des politiques qui tentaient vainement de récupérer les gilets jaunes quand d'autres les criminalisaient tout aussi vainement. Le mouvement disait une forme d'aliénation dont les forces de l'ordre étaient également victimes. Comme dans le film de Chris Marker, l'inconscient, l'impensé, devenait tangible et palpable. On a entendu tout au long des manifestations des Gilets jaunes les prises de position dans la presse, dans les médias, de tout un ensemble de voix qui décrivent la foule sous des traits animaliers. Vieille rhétorique, hein, Révolution française, Gustave Le Bon, l'homme dans la foule n'écoute plus que sa passion, il a perdu toute raison et au fond il se transforme en bête féroce. Le lexique aussi se libère. Il faut déshumaniser absolument et sans nuance ceux qui déstabilisent. Ça évite de réfléchir. Ça permet simplement de réagir, de maintenir une forme d'état d'urgence et de légitimer la violence. L'ennemi du système, c'est l'empathie. Dans le discours médiatique d'alors, on entend la hantise et surtout la volonté d'ostraciser ce qui se passe pour que les ordres continuent d'être des ordres et d'effrayer sans qu'on cherche à les comprendre.
Les chiens de garde parleront toujours d'accidents, de pulsions, pour ne pas bouger, pour ne rien apprendre, pour continuer coûte que coûte, même s'ils sont de plus en plus seuls à croire en leur vision du monde. T'as l'impression que les trois régimes de pouvoir fusionnent, tu vois. C'est un régime féodal de protection des institutions. Je veux dire, l'Élysée est un château fort qu'on doit absolument pas toucher. C'est la seigneurie, et ça, il y a des douves autour, de flics, et on peut pas y aller. T'as le régime disciplinaire, où là, tu balances de la lacrymo, tu réprimes. Et t'as le régime de contrôle en amont sur la prévention, qui joue sur tout le fichage, sur tout le travail moléculaire, sur les intentions potentielles, l'étude des réseaux sociaux, etc. Tu vois. Et ces trois régimes sont activés pour moi en même temps, quoi. Et quand on dit totalitaire, moi j'aime pas dire totalitaire parce que c'est trop facile de balancer ça, mais s'il y a quelque chose de totalisant, c'est le fait pour moi d'activer les trois régimes en même temps. Voilà. Voilà. Moi non plus, je dirais pas que ce pouvoir est totalitaire, mais il est hyper contrôlant. On ne touche pas à l'ancien monde. On sent chez les gens au pouvoir une nostalgie presque monarchiste, une féodalité moderne encadrée de remparts pour se protéger d'un peuple toujours menaçant. Tout est fait pour maintenir l'emprise et imposer le silence. Ils vont se rassurer dans l'illusion du calme, alors ils attendent. Ils tablent sur l'essoufflement, toujours. Ce bordel ne pourra pas durer éternellement. Les gens oublient vite, on va tout mettre en œuvre pour rétablir leur amnésie. Une polémique par jour, du pain et des jeux, et on n'en parlera plus. Parce qu'ils le disent eux-mêmes, on n'est rien, on n'est même pas des sous-citoyens ou des citoyens de seconde zone. Hein. Ils le répètent souvent, on n'est rien. Pas entendu, pas vu, pas considéré. On est humilié, on est harcelé. Ce jour-là, ils n'ont pas été considérés comme des jeunes lycéens qui manifestaient parce qu'ils avaient peur des nouvelles réformes et de ce que ça pouvait avoir comme conséquence sur leur futur. En fait, ils ont été considérés comme des émeutiers. Voilà une classe qui se tient sage. Je ne mets pas en doute le discours des policiers sur le fait que les échauffourées ont été très musclés avant. Voilà. Mais on ne peut pas arriver à cette situation. Si on arrive là, c'est que le boulot n'est pas bien fait. Le boulot n'est pas bien fait parce qu'il est perverti. On signifie à toute une population qu'elle doit bien se tenir. On la conforte dans l'idée qu'elle est quantité négligeable, qu'elle ne compte pas. C'est jouer avec le feu que de perpétuer cette humiliation. Les mères de ces gamins de banlieue tenus en joue ont tout compris du message. Elles disent plus justement l'état d'esprit de leurs enfants que n'importe quel reportage, et la colère froide que cette violence alimente. On pense à Adama Traoré, on pense à Lamine Dieng, on pense à Ali Ziri. C'est des gens qui sont morts à la suite d'une opération de police. Cette question-là, qui n'était cantonnée qu'à des milieux extrêmement radicaux ou dans les quartiers populaires, qui ont servi de laboratoire, aux violences policières. On a servi de cobaye, pour la justice d'exception et pour la doctrine policière qui aujourd'hui fait des ravages. Notamment aujourd'hui dans tout ce qui n'avait pas été touché avant. Donc les Blancs de la France périphérique qui n'étaient pas touchés auparavant. Et ces gens-là aujourd'hui sont aperçus de ça. Et la question des violences policières, elle acquiert une centralité. Et vous ne pouvez pas, vous en tant qu'institution policière, aujourd'hui maintenir le statu quo. À un moment donné, ça va péter fort. Ça va péter fort, c'est sûr. C'est obligé. Les violences policières contre les gilets jaunes, les quartiers les connaissent depuis des décennies. Le malaise, il est là. Depuis mes années de lycée d'il y a 30 ans. On attend juste que ça pète. Et le pouvoir se raidit de plus en plus. Alors qu'en 1995, déjà, Jacques Chirac parlait d'une fracture sociale. Depuis, elle doit être aussi profonde que le Grand Canyon. Manifester à Paris, c'est symbolique, notamment, comme tu dis, les Champs-Élysées, mais c'est aussi parce qu'il y a une certaine proximité avec ceux qui nous foutent dans la merde chaque jour. Ils sont tellement proches, protégés par des Robocop, mais ils sont tellement à portée de main. Et ça, c'est... Et en fait... Tu reviens, quand il y a les gros appels à Paris, tu reviens et tu espères que ce soit ce jour-là où on va les atteindre. C'est ça. Et ça, c'est le jour qu'on attend, je pense, tous. Les gars, ça y est, on est dans l'Élysée. Ouais. On devrait toujours se rappeler de ça. Normalement, on devrait y être à l'Élysée. Le peuple règne sur eux et pas l'inverse. Ils sont là pour nous servir, pas pour se servir. Chaque manifestation, chaque mouvement de foule rappelle cette vérité toute simple. D'élection en élection, les politiques oublient. À chaque révolution étoffée, ils se rassurent. Mais les colères ne s'arrêtent que sur des points de suspension. Rien n'est jamais fini. Tout évolue et tout se transforme, comme on l'a vu dans ces 3 films. Les raisins de la colère prendront sans doute de nouvelles formes, mais leurs racines demeureront communes. Et aucune répression n'a jamais pu les réduire au silence. Et l'espoir, c'est ça.
Alors si vous aussi, vous voulez garder l'espoir, abonnez-vous à Blast si vous le pouvez, et au mois prochain pour un prochain Doc Doc Doc.